Jomoy, dem way fulay ñibisi jambar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibisi na sama réew Sénégal. Hello, c'est Chonya depuis Sénégal. Aujourd'hui, j'ai quelques amis qui sont là avec moi. J'ai décidé d'avoir cette conversation avec vous parce que je reçois depuis longtemps des milliers de messages de la diaspora africaine partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, Asie, jusqu'à Brésil, etc. Et donc, on a décidé ensemble de créer cette petite conversation avec les membres de la diaspora qui sont au retour ici, déjà qui sont en train de faire le travail sur le terrain. Et c'est eux-mêmes qui vont nous aider à répondre à ces questions. Donc je vais poser vos questions à nos amis qui sont là avec nous aujourd'hui. J'ai ma sœur Touti qui était en France, qui faisait partie de la diaspora sénégalaise en France, qui est de retour depuis quelques années, qui a son entreprise ici, qui crée de l'emploi dans le pays. Et elle va nous parler un peu de son expérience. Je vais lui poser les mêmes questions. De l'autre côté, on a notre frère Modi qui était à Ottawa, au Canada. Il va nous parler aussi de son expérience. Il est là depuis quelques années. Il travaille ici au Sénégal aussi. J'ai visité ses champs ici. Il travaille sur l'aviculture. Bon, pour commencer, je voudrais vous poser maintenant la première question. C'est que qu'est-ce qui vous a poussé d'abord pour vous de quitter la France et faire le retour en Afrique et surtout au Sénégal? Bonjour John, merci pour l'invitation. On est très ravis d'être dans cet endroit magnifique. Je m'appelle Touti, je suis un entrepreneur dans le secteur de la mode. Donc avant même de vouloir rentrer au Sénégal, cet amour de notre patrie, de nos terres, de notre pays ne nous a jamais quittés. Peut-être on avait voyagé pour l'expérience et cette envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et puis quand on a compris ce qui se faisait en Europe, que les gens ne faisaient que travailler, on a décidé tout simplement de consacrer ce temps et cette énergie à notre patrie tout simplement. Ok, welcome back. Donc pour vous mon frère, comment vous avez fait? Difficile, mais d'abord je veux te remercier quand même de nous avoir invités et de nous donner l'opportunité de parler de ce qu'on fait ici. Bon, moi je me présente, je m'appelle Modi Mariko, j'ai 25 ans, je suis sénégalais. Déjà j'ai toujours voulu entreprendre et je sais que je voulais le faire ici au Sénégal. J'ai beaucoup voyagé en grandissant, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps au Sénégal. Et les rares fois où on venait au Sénégal, bon, j'adorais quoi, parce que voilà, c'est quand on ne vient pas souvent dans son pays, voilà, on voit la famille, on voit déjà juste le bon vivre avec les gens. Bon, quelques années avant, je suis revenu au Sénégal et j'avais visité des fermes avicoles, des fermes là où ils faisaient de l'élevage de poulets. Et je me suis dit que ça, I have to do it, je dois le faire quoi. Maintenant, c'était la question de savoir comment je vais le faire. Et voilà, vers la fin de mon cursus à l'école, un matin, je me suis réveillé parce que j'étais en train d'hésiter toutes les années d'avant. Je me suis réveillé et j'ai dit à ma mère, j'ai appelé ma famille. Et je leur ai dit, la semaine prochaine, je suis au Sénégal. À ma surprise, quand même, ils m'ont écouté. Okay. Mais au début, ils étaient inquiets. Ils disaient, qu'est-ce que tu vas devenir, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi? Parce que c'est chez nous. Pourquoi on a toujours inquiet? Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu parfois, c'est la femme même qui a... Ah oui, moi, ma mère vivant là-bas, elle ne comprenait pas. Elle ça. me dit, le jour où je lui dis, je rentre, elle me dit, je sais, qu'est-ce que tu vas faire au Sénégal? Je lui dis ce que je fais ici. La même énergie que je déploie ici, le même travail, si je fais la même chose chez moi, je vais réussir. Et mon papa m'a encouragée à revenir parce que, comme Modi, on avait toujours quelque chose qui nous manquait, que ce soit le soleil, les amis, la famille, de partager les repas ensemble. Et puis, on avait des journées interminables, même si on gagnait bien notre vie. On ne profitait pas. J'avais l'impression de courir tout le temps. C'était monotone, donc je n'avais pas le temps même de m'asseoir. Et puis, c'est tout un ensemble, moi, qui m'a motivée. Après le retour, oui. maintenant vous êtes là, vous avez fait les décisions.
C'était comment au début? Je me suis dit, moi, c'était plutôt, voilà, je devais faire un chantier. Je n'avais jamais fait de chantier dans ma vie. Quel genre de chantier? Voilà, c'était pour construire ma ferme, justement. Donc, mon entreprise, c'est la Sénelvo, c'est la sénégalaise d'élevage de volailles. Et donc, j'avais un projet de construction d'un bâtiment semi-industriel pour vendre principalement aux abattoirs ou bien pour éventuellement moi-même pouvoir faire la distribution de mon propre poulet. Voilà. Donc, c'était ça les challenges un peu, c'était des arnaques aussi. Voilà, c'est ça. C'est surtout dans le domaine dans lequel, voilà, c'est ça quoi. Le domaine dans lequel on est aussi, peut-être on n'a pas toute l'information. D'où l'importance si l'opportunité de se former avant de se lancer. Et on a commencé le chantier et on voit que les choses avancent doucement. Il y a tellement de problèmes sur le chantier, les gens qui se présentent pas. Moi, je devais me lever aussi chaque matin. J'allais chercher chaque ouvrier chez lui et je l'amenais sur le chantier. Si je le laisse venir, il va arriver à 11 h, il va dire Ndeki. Après, voilà, voilà c'est ça. Ouais. Donc je me suis dit, si je veux vraiment que ça se passe, c'est moi-même qui dois drive ça, c'est moi qui dois voilà, faire tout pour que ça marche. Donc voilà, je suis là, je suis dans la brousse, sur un terrain, et je me dis, je me suis lancé dans quoi. Parce que ça, parfois, à certains moments, ça peut être beaucoup plus difficile qu'on le pense. Ouais. Et donc voilà. Mais après, quand même, derrière, j'avais une bonne motivation, j'avais fermé une porte, et je me suis dit que voilà, je regarde de l'avant et je fais tout pour avancer. Et bon, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des personnes qui me supportaient derrière. Surtout. Et vous avez un point intéressant parce que moi, ça m'est arrivé. Hein, quand je suis revenu vers 2015 et je voulais construire ma maison, oui. J'envoie de l'argent pour qu'on construise. Mais tout ce que, quand je reviens après 6 mois de Washington, les briques sont là où j'avais laissé. Donc j'ai dû rester. Moi-même faire le travail avec eux. Et comme vous, hein, je conduisais jusqu'à Diamniadio pour chercher des ouvriers. Moi, un peu comme Maudit, bon, en revenant, j'ai beaucoup investi quand j'ai commencé à lancer la marque Tutti, parce que c'était ça le challenge, c'était d'avoir notre propre marque, produire localement, faire du 100% made in Sénégal. Malheureusement, j'ai dû fermer au moins 4 fois mon entreprise. Tomber, me relever, beaucoup de déceptions parce qu'on investit. Bon, j'avais un maître tailleur avec qui, moi, je vois tout de suite toujours très grand. J'ai tout de suite pris un espace très grand parce que je voyais faire un atelier. On a commencé à 3 au début. Après, de 3, on est passé à 8. De 8, on est passé à 10. Et de 10, ça a explosé. Donc, c'était très difficile de manager. J'étais entourée d'hommes. Comme moi, je suis petite, je suis Tutti, donc beaucoup de problèmes d'autorité, de ceci, de cela, genre il ne faut pas donner d'ordre, il ne faut pas dire ceci, donc on vous ramène souvent, genre vous êtes une femme ou des choses comme ça. Et puis au beau milieu, il m'a lâché, tout simplement, il est parti, il m'a laissé avec tout. Et là, c'était un engrenage, donc urticaire, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de santé, parce que c'est beaucoup de choses que j'intériorisais, parce qu'à chaque fois on se dit, on est costaud, on est fort, et ça détruit plus qu'on savait. Mais comme je dis, bon, on peut être au plus bas, mais il faut toujours se relever. J'ai commencé à chercher, je ne dormais pas. Je ne dormais pas, je cherchais sur Internet les écoles où je pouvais trouver des jeunes formés. Tous les jours, je cherchais et je tombe sur une école à Guédiawaye. Le directeur qui passe une annonce et qui dit qu'il a des jeunes filles, il forme des jeunes filles. Je le contacte, le gars, il a dû me prendre pour une folle. Je lui dis, voilà, je suis en France, j'aime travailler, mais je n'arrive pas à trouver des ouvriers qualifiés. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Le gars, il me dit, oui, attendez de revenir au Sénégal. Je lui dis, non, je veux maintenant que vous me dites, est-ce que vous pouvez me trouver des stylistes, des modélistes, des jeunes que je peux former. Le gars, il me dit, ok, bon, j'envoie mon assistante pour aller lui parler. Il me dit, ok, et dès que je suis rentrée, je suis allée le voir, je lui parle de mon problème. Je lui dis, voilà, moi j'aime ce que je fais, je suis passionnée et tout, mais je n'arrive pas à trouver des gens qui arrivent à réaliser mes créations. Je suis allée à l'ICCM, je suis allée dans les grandes écoles. J'ai recruté jusqu'à 20.
majoritairement des jeunes filles, hein, je ne suis pas sexiste, et des garçons aussi, parce qu'on est complémentaires. Il y en a qui sont motivés, qui travaillent. Au début, c'était très difficile parce qu'on ne se comprenait pas. Il y avait un décalage. Mais après, j'ai essayé de comprendre qu'il quittait Kermassar, il quittait Guédiawaye. Il faisait un trajet très long pour venir jusqu'aux Almadies. Voilà, j'étais beaucoup plus souple et tolérante. Et après, par la suite, ça se passait bien. Ça se passait bien. Et ensemble, on s'améliore de jour en jour. J'ai appris à prendre sur moi, à ne plus m'énerver, à ne plus crier, à ne plus stresser et me dire voilà, c'est le Sénégal, c'est comme ça, donc il faut s'adapter. Et puis depuis qu'on a fait ça, donc ça a marché, donc voilà. Si on vient aussi de l'extérieur, parfois, si on amène tout ce qu'on a appris de l'autre côté, ça peut paraître très arrogant à nos frères et sœurs qui sont là. Mais il y a un juste milieu. Comment on va faire pour ne pas aussi trop vexer l'autre, de lui montrer qu'on va vous faire apprendre comment faire les choses, parce qu'eux aussi, ils ont leurs moyens, leur façon de faire les choses. Donc comment, en tant que diaspora, vous avez pu réussir ça? Ça aussi, c'est vraiment... Je pense que avant de justement venir avec notre façon d'être, il faudrait faire comprendre à la personne que c'est pour elle-même, qu'il y a des façons de faire les choses qui peuvent la bénéficier et peut-être améliorer sa qualité de vie aussi. Je remarque aussi qu'on a beaucoup de la mentalité à court terme ici. Pas de vision à long terme. Et les gens ne voient pas sur le, long terme et ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on va dire non, fais un angle droit ici. Et pour leur parler pendant 2 heures, 3 heures, leur dire que l'angle droit c'est important. Et pourquoi vous pensez qu'ils sont dans le court terme? Ça aussi, il y a des raisons. Oui, il y a des raisons. Donc aujourd'hui, je pense que les perspectives de beaucoup de jeunes Sénégalais, c'est dans les 4 heures de temps qui suivent. Je me réveille, comment je vais faire pour... je suis là, je me réveille, je prends mon café. Il réfléchit à court terme, dans les 4 heures à venir, comment je vais faire pour manger. Mais ça aussi, on le comprend parfois. Mais Thione, rien n'est acquis. Nous tous, hein, donc moi j'ai commencé à entreprendre dès l'âge de 21 ans, très tôt. J'ai créé mon entreprise, j'avais 24 ans. On a fait du chemin, il faut savoir prendre des risques. C'est pas que... Mais est-ce qu'on peut prendre des risques quand on est dans la survie, là, quand on veut vraiment manger? Parce que ce que j'ai trouvé à l'Occident, c'est qu'on a réglé les problèmes de base. Mais Thione, dans la sous-région, il y a beaucoup de pays africains où si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. On dit, voilà, c'est difficile, il y a des problèmes de survie. Je veux bien, je suis d'accord. Mais nous, par exemple, nous cherchons des personnes pour venir travailler. Mais ils ne sont pas formés, donc on ne peut pas les prendre. Si tu n'as pas de métier, tu ne veux pas cultiver la terre, tu ne veux pas élever des poulets, c'est à nous de nous débrouiller et de prendre notre place. Comme tu l'as bien dit dans ton livre, d'être optimiste et se dire, on peut le faire. Il ne faut pas attendre que tout nous tombe cuit. C'est comme ce manguier-là. Si tu l'avais juste planté là et que tu n'arroses pas, tu ne prends pas soin, tu ne fais pas des choses, ne t'attends pas à avoir un fruit. Et ça, je pense que ça remonte de très loin. Dans le plus bas âge, il y a le système éducatif aussi. Et je pense que très tôt, il faut introduire maintenant, dans la future génération, les moyens de pouvoir entreprendre très tôt. Le Sénégalais, d'accord, on veut tous avoir des diplômes, des bacs plus, ceci ou cela, mais pour développer un pays, il faut du tout. Il faut des ouvriers qualifiés, comme la Chine, comme les autres pays ont fait. Il faut des agriculteurs, il faut des couturiers, il faut des gens qui prennent les ordures, il faut des médecins, il faut des avocats, il faut tout un ensemble pour faire la société. Mais je pense qu'aussi, le phénomène est plus culturel. Beaucoup d'assistanats. On attend de Thione, on attend de mon frère. Dans une famille, on est 5. C'est le plus âgé qui travaille et qui entretient toute la famille. Le temps qu'il atteint, je veux dire, l'âge adulte pour se marier, pour faire sa vie, lui-même, il n'est pas stable.
Vous voyez ce que je veux dire? Très difficile. Vous voyez donc. Ça, c'est un gros problème. Moi, voilà, nous, la chance qu'on a eue quand papa travaillait, d'aller dans des écoles privées et tout ça, les plus petits, mais les derniers, mes petits frères et autres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Parce qu'au moment où ils vont au collège ou autre chose, le vieux, il est à la retraite. Nous, on commence à peine à travailler, on n'essouffle même pas. Si la famille commence aussi à avoir ce fardeau qu'il faut aider, il faut faire ceci ou cela, toi-même, tu ne pourras pas te développer. Non, 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 jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais je pense qu'après, c'est culturel. Donc, moi, je ne viens pas d'une famille riche où on t'a tout donné, mais ils nous ont inculqué des valeurs où tout ce que tu peux avoir dans la vie, c'est par le travail que tu peux l'avoir. Exactement. Donc, beaucoup d'immigrés ou beaucoup de jeunes de la diaspora qui retournent ont eu ce problème aussi. Hein. Surtout que tu as voyagé en extérieur, de retour, c'est ton rôle de gérer la famille. J'ai rencontré des jeunes de la diaspora qui retournent même en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus survivre ici parce qu'il y a trop de dépenses, trop de stress, trop de pression. Préfèrent se sacrifier et rester. Nous tous, on sait ce qu'il y a en Europe. Il y en a qui vivent dans des foyers, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a tout leur salaire. Ils envoient tout ici pour aider leurs frères, leurs sœurs et tout ça, et en se privant eux-mêmes. Ils ont aussi cette peur de rentrer. D'autre part aussi, je les comprends, s'ils essayent de faire ou de construire ou de bâtir quelque chose ici, qui se fassent arnaquer, ça décourage. Parce que tu ne peux pas mobiliser tout ton argent. Tu dis, voilà, au moins, je peux avoir une petite maison pour ma mère ou mon frère ou ma soeur. Tu envoies ça à l'oncle, l'oncle, il prend une deuxième épouse, il fait autre chose, il mange l'argent. C'est frustrant. En même temps aussi, si on est un leader ou on aime les challenges, si on nous mettrait au fond fin de Kédougou ou ailleurs, vous allez réussir à transformer comme vous avez fait ici. Vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y avait rien, mais vous en avez fait quelque chose d'extraordinaire. Je vois des salades, je vois beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent. Donc, vous en avez fait quelque chose. Mais ça, il faut travailler pour en arriver là, John. Donc, moi, je pense qu'il faut que la famille accompagne et comprennent. Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui sont à l'extérieur ou à la diaspora, qui sont en train d'hésiter si je vais y aller ou pas? C'est le temps ou c'est pas le temps? Est-ce que je vais rester ou je vais retourner en Afrique? Moi, je les encourage à rentrer. Tout est à faire sur ce continent. C'est chez eux, John. Mais tout le monde ne peut pas rentrer. On a besoin aussi de la diaspora à l'extérieur. Mais John, si tout le monde ne peut pas rentrer, qui va construire notre pays? Si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre, il vient, il va le faire à ma place. Moi, je ne comprends pas les Sénégalais ou les chefs d'entreprise ou tous ces gens-là. Tout ce qu'ils ont, ils investissent dans des immeubles. Des immeubles, des immeubles, des immeubles, des immeubles. Ils n'investissent pas dans le capital humain. Ils pourraient faire des chaînes de produits alimentaires, de vêtements, mais il n'y en a pas. On est 17 millions au Sénégal aujourd'hui. Je prends les enfants. C'est petit, peut-être, ils représentent 2 millions de la population. Ils s'habillent où? Même si tu es enceinte, tu commences à appeler à l'étranger, prépare-moi, achète-moi, tu prends. On ne se rend même pas compte de l'argent qu'on dépense. Mais alors qu'il suffisait de former des jeunes, on fait des vêtements enfants, on fait ceci, que des culottes. Hein. Une usine, on fait que des culottes. Tout le monde porte des culottes. Les cure-dents, on ne fait pas. Même pas de cure-dents. Bah non. Ça vient de la Chine. Avant, il y avait des allumettes Cafal. Là, quand j'étais plus jeune, il y avait les allumettes Cafal. L'industrie du textile, pareil. On cultive du coton. Il y en a. Mais 97% du coton africain est exporté. Traité, fait, ils le font, ils nous le ramènent avec les taxes, les prix, tout ce qui va avec. Il faut qu'on apprenne à transformer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il faudrait qu'on remonte toute la chaîne de valeur. Il faut. Et comment on peut changer ça? Bah il faut s'investir, il faut venir sur place. Et moi, par exemple, j'ai choisi l'élevage parce que, bon, déjà d'après les Nations Unies, d'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler. Donc la demande en nourriture, c'est pas ça qui manque. Donc il faut des acteurs sur place qui vont pouvoir répondre à cette demande. Mais quand on parle d'élevage, il y a un aliment qu'on donne au poulet. Et cet aliment, par exemple, est importé. Non, le maïs, le maïs et le soja est importé. Exactement. Alors qu'on a des milliers d'hectares, par exemple, en Casamance.
Là où, si vous donnez 1 hectare à un jeune, 1 hectare à une dame, qu'elle se mette à produire du maïs, on peut descendre. Et c'est des milliards qu'on sort du pays. Hein. Parce que toutes les minoteries qui produisent ici de l'aliment, bon, ils mélangent seulement, c'est juste. Voilà. Mais on ne fait pas du local. Et voilà, on pourrait avoir un produit de très bonne qualité et à très bas prix. Si on se lançait, si on essayait de démarrer la chaîne de valeur, quoi. L'aiguille est la plus petite dans une machine. Il n'y a pas d'aiguille. Si 2 machines disent on ne fait plus d'aiguille, nous tous on disparaît. Et la même chose pour l'agriculture. Si les semences ne viennent pas, si aujourd'hui la France ou l'Espagne nous dit qu'on n'en va plus, ou le Maroc n'en va plus de semences au Sénégal, il n'y aura plus d'agriculture dans ce pays. La vraie guerre, c'est la guerre des semences. On ne contrôle rien sur la semence. Nous-mêmes qui sommes agriculteurs. En Occident, eux, ils ont des laboratoires. Ils ont même des bunkers là où ils gardent des semences. Oui, bien sûr. Parce qu'ils savent que ça va manquer dans le futur. Et nous, on ne fait rien Comme tout, dans le monde, je pense qu'à part l'industrie alimentaire, la deuxième industrie la plus importante, c'est l'industrie du textile qui représente aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars en 2020. Les perspectives d'ici 2025 s'élèvent à 625 milliards de dollars. Covid nous l'a démontré. Il faut juste faire un petit SWOT. C'est aussi simple pour moi, dans ma vision. Bon, c'est pas si simple, je dis. Covid est là, donc voilà, le bon Dieu dit, on ferme les frontières, vous ne voyagez plus, vous restez chez vous. On se met à réfléchir. Que pouvons-nous faire? C'est quoi nos forces, nos faiblesses, les menaces et opportunités? Est-ce que ma population peut cultiver suffisamment pour qu'on puisse tenir au moins 3, 4, 5 ans sans pour autant dépendre de l'étranger? Est-ce que j'ai assez de jeunes formés pour pouvoir coudre assez de vêtements localement sans pour autant qu'on dépende de l'étranger? Pour moi, c'est ces questions qu'on doit se poser. Parce que la nourriture et l'habillement, c'est les 2 choses qu'on va faire jusqu'à quitter ce bas monde. Si on se met ensemble, on est beaucoup plus fort. Covid nous l'a démontré. On était confinés chez nous. On ne pouvait pas voyager. La solution ne pouvait venir que de l'intérieur. Pas de l'extérieur, parce qu'ils avaient des priorités. Ils ont gardé leurs masques, ils ont gardé leurs affaires. D'abord, c'est eux. Et vous avez travaillé sur ça d'ailleurs? Voilà. Sur les on masques. a lancé l'initiative Un Sénégalais, un masque, en collaboration avec Sophie Gaye-Racine. Et ça a porté ses fruits. On a fabriqué en 3 mois près de 350 000 masques. On a employé plus de 600 jeunes. Chiffre d'affaires à peu près? Plus de 100 millions. Voilà, donc plus de 100 millions et on a reversé beaucoup de salaires. Et jusqu'à présent, les gens nous appellent en nous disant « Touti, vous n'avez pas des marchés de masques ou autre chose ». Ça, c'est le genre d'exemple. C'était un catalyseur, quelque chose qui a déclenché. Et moi, tout de suite, je me suis dit, John, si on l'a fait pour les masques, on peut le faire pour autre chose. On peut le faire pour les poulets, on peut le faire pour les salades, on peut le faire pour les tomates, on peut le faire pour les vêtements. Et c'est ce message-là vraiment qu'il faut véhiculer. Si c'était hier, si c'était à refaire, est-ce que vous allez aujourd'hui revenir au Sénégal? Et si oui, aussi, quel est le conseil que vous pouvez donner, ou les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui nous regardent aujourd'hui, qui aussi se posent la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sais que la diaspora africaine, partout où ils ont leur pays au cœur. Ils veulent participer, ils veulent faire quelque chose pour leur pays. Ils commencent déjà à le faire parce qu'ils envoient de l'argent, ils travaillent pour la famille, pour le pays. Ils se lèvent le matin chaque jour, ils regardent les news. La diaspora connaît beaucoup plus ce qui se passe que nous-mêmes qui sommes là à l'extérieur. J'étais beaucoup plus informé quand j'étais à l'extérieur que quand je suis là. Je suis dans les fermes, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Parce qu'on se soucie vraiment du pays, quoi, de ce qui se passe, de nos familles, de nos bien-être. Maintenant, à ces jeunes, vous leur dites quoi? Et si c'était hier, est-ce que vous allez retourner ou bien attendre encore? À votre question, moi je réponds bien sûr, et je l'aurais fait plus vite et plus tôt. Pourquoi? Parce que le nombre d'opportunités sur place, on ne peut pas tout saisir. Il y a tellement d'opportunités. Même avec toutes les difficultés. Avec toutes les difficultés, non, il y a du travail à faire. Ça, en tout cas, le travail ne manque pas sur place. Et peut-être pour parler aux personnes qui ont envie de rentrer, moi je pense qu'il faut y aller par étapes. Donc, la première étape, c'est de venir sur place. Venez en vacances. Au lieu de rester à la maison sur le canapé à regarder Canal+ ou quelque chose, prenez votre voiture, sortez de la ville, allez regarder ce que les entrepreneurs locaux font.
Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il y a des gens qui sont... Et parfois qui n'ont jamais sorti du pays d'ailleurs. Qui sont jamais sortis. Il y a des gens même peut-être qui ne parlent pas un mot de français, qui font... Des choses extraordinaires. C'est ça. Mais c'est que voilà, tout ça, c'est pas médiatisé. Le premier pas, moi, je pense, c'est de juste venir sur place et d'aller rencontrer les gens, leur poser les questions, prendre le temps de récolter de la bonne information. Et puis après, aussi, on ne va pas passer toute notre vie à récolter de l'information. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte, donc il faut se lancer. Il faut savoir qu'on va faire des erreurs. Ça fait partie du processus. On va prendre les risques. Pensez peut-être à vous-même quand vous aurez 70 ans, si Dieu vous donne une longue vie. Et quand vous êtes sur votre lit de mort, à vous dire que est-ce que j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre? Est-ce que je me suis un peu dépassé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je suis sorti de ma zone de confort, comme vous l'avez dit au début? C'est ça. Et je pense que pour avoir peut-être cette mentalité aussi, il ne faut pas avoir de l'ambition que pour soi-même. Il faut avoir de l'ambition pour tout le monde, ses frères et sœurs. Vous êtes mon frère, ma sœur, et que voilà, on a envie que vos enfants vivent bien, que mes enfants vivent bien. Le pays voilà, se porte bien. Et qu'on puisse bénéficier, avoir un bon système de santé, que voilà. Et pour ça, on est obligé de le faire ensemble. Pour finir, comme Modibo, je pense qu'a tout dit, hein, entreprendre, c'est prendre des risques, comme partout où on est. Il faut le faire quand on peut, quand on est jeune. Il ne faut pas attendre voilà, d'utiliser toutes ses forces ouvrières à l'étranger ou ailleurs et venir. Et l'exemple est là, John. Vous avez tout quitté, vous êtes venu ici au milieu de nulle part. Tu as quitté ta zone de confort, tu as laissé ta famille. Et puis, parce que tu as des convictions. Tu crois que le futur, c'est ici. Et le futur se construit maintenant pour nos enfants. Ce n'est même pas pour nous, au-delà de nos ambitions personnelles. Pour ces gens de la diaspora, partout que vous soyez dans le monde, je pense qu'ici, c'est chez vous. Et quand vous revenez aussi, il faut prendre l'expérience acquise là-bas et essayer de l'appliquer ici. Ce n'est pas toujours facile. Ouais. On a eu des hauts et des bas. On en a parlé tout à l'heure. On a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses, mais on est resté. Ouais. C'est chez nous ici. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci Tuti pour tout ce que vous faites. Merci John. Merci pour votre contribution. Merci aussi à vous pour votre contribution, pour ce que vous faites pour le continent, vous deux. Vous créez de l'emploi, vous participez, vous avez pris le risque de retourner chez vous. Avec les difficultés, vous êtes restés, vous êtes persévérants. Like nous tous, parce que l'idée au début, c'était pour aller chercher de l'expérience, gagner de l'expérience et retourner, partager ça avec notre communauté. Et vous le faites. Et donc sur ça, je vous dis, encore je répète, que notre continent est en construction. Notre pays, le Sénégal, et tous les pays de l'Afrique aujourd'hui, de notre continent est en construction. Et on a besoin de vous tous. L'Afrique a besoin de ses filles et de ses fils partout que vous êtes. Même si vous êtes à la diaspora, là-bas vous êtes, vous pouvez continuer à contribuer sur le développement de notre pays. Et ceux qui peuvent revenir, vous êtes welcome. N'ayez pas peur de chez vous. D'accord? Même avec les difficultés, c'est dans les difficultés qu'on se construit. On va continuer à faire ce genre de conversations avec les gens de la diaspora qui sont là. Et même quand je voyage dans les autres pays, on va faire la même chose aussi, de les entendre pour qu'on puisse créer cette conversation, dialogue entre nous, pour qu'on puisse créer des ponts et des relations entre nous pour pouvoir apporter notre humble contribution. Sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée là où vous êtes. God bless you and see you soon. Thank you. Dawul dole la don wuti yankana bitim reru ibisina Sama réew Sénégal